Les résultats de la présidentielle en Tanzanie enfin connus. Le candidat du parti au pouvoir, vainqueur, l'opposition conteste. Préparatifs pour la conférence internationale sur le climat à Paris. Au Togo, la jeunesse présente le livre blanc national des propositions. Séisme de lundi dernier au Pakistan. Des survivants attendent toujours de l'aide. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur Sika. Les députés rwandais ont adopté jeudi à l'unanimité un projet de réforme de la Constitution, ce qui permet au président Paul Kagame de briguer un troisième mandat en 2017. Une fois adoptée par le Sénat et par voie référendaire, cette réforme constitutionnelle permettrait en théorie à Paul Kagame, âgé de 58 ans, de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2034. La Constitution de 2003 prévoyait 2 mandats de 7 ans. La présidente de la Chambre des députés, qui n'a pas rendu public le texte voté jeudi, a démenti le fait que l'article modifié soit sur mesure pour Paul Kagame. Selon le Parlement, 3 700 000 d'inscrits sur un total de 6 millions se sont prononcés ces derniers mois par rapport par voie de pétition en faveur d'un maintien au pouvoir de Paul Kagame. Puis au Soudan du Sud, une trentaine de rebelles lourdement habillés ont enlevé lundi 12 contractuels de l'ONU qui acheminaient de l'équipement à des casques bleus. L'annonce de leur enlèvement a été rapportée jeudi par le porte-parole des Nations Unies, Stéphane Douraïk, qui a appelé à leur libération. Auparavant, le groupe de rebelles avait aussi enlevé 20 casques bleus qui ont ensuite été libérés au cours d'une opération d'enlèvement contre une barge transportant du carburant, des armes et de l'équipement sur le Nil au nord de la ville de Malakal. Restons toujours au Soudan du Sud pour parler cette fois-ci de l'Union africaine qui donne de la voix. Elle estime que les belligérants de la guerre civile devront rendre des comptes devant une cour de justice indépendante africaine d'actes d'une extrême cruauté contre les populations civiles. Ces belligérants devront aussi, selon l'Union africaine, répondre de viols, cannibalisme forcé et d'autres actes inhumains. Une commission d'enquête est mise sur pied pour gérer le dossier. Une commission d'enquête de l'Union africaine, conduite en 2014 par l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo, a documenté dans un rapport de nombreuses exactions de combattants allant jusqu'à forcer les membres d'une communauté à boire le sang et à manger de la chair humaine brûlée des victimes de leur ethnie qui venaient d'être tuées. Je suis choqué par les conclusions de ce rapport. Pas parce que je n'étais pas au courant du degré de brutalité de la guerre civile au Soudan du Sud, mais par les détails très choquants des atrocités qui ont été commises par les partis en guerre. Le signalement de cannibalisme comme une des méthodes utilisées par les groupes armés pour tuer, pour violer et déshumaniser les civils, c'est au-delà de l'imaginable pour la plupart des gens. Le mandat de la commission est juste un élément du rapport. Ce serait sûrement utilisé comme base pour de futures actions en justice pour faire rendre des comptes à ces gens. L'une des recommandations du rapport est la création et l'établissement d'une cour de justice hybride. Indépendant du Soudan depuis juillet 2011, après des décennies de conflits contre Khartoum, le Soudan du Sud a replongé en décembre 2013 dans la guerre civile à la suite d'une rivalité entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar sur fond de conflits ethniques. En août dernier, les deux hommes ont signé un accord de paix. Mais les deux camps n'ont depuis cessé de s'accuser mutuellement de l'avoir violé et les combats continuent dans certaines régions du pays.
En Tanzanie, le candidat du parti au pouvoir, John Magufuli, a été élu président avec 58,46% des voix. Les résultats ont été annoncés jeudi par la commission électorale. Résultats immédiatement rejetés par l'opposition qui revendique la victoire. John Pombe Magufuli a obtenu 8 882 935 voix, soit 58,46% des suffrages exprimés. Il devance nettement son principal rival, Edouard Lowassa, membre du Tchadema, le premier parti d'opposition qui recueille 6 072 848 voix, soit 39,97%. Par la présente, j'annonce les résultats de l'élection présidentielle de 2015 et je déclare formellement que John Pombe Magufuli a été élu président de la République unie de Tanzanie. Mais Lowassa, qui avait fait défection du parti au pouvoir en juillet pour rejoindre le Tchadema, a refusé d'accepter ces résultats et revendiqué la victoire, accusant l'ANEC d'avoir falsifié les chiffres. John Magufuli, ministre des Travaux publics dans le précédent gouvernement, qui fêtait son 56e anniversaire ce jeudi, succède à l'actuel chef de l'État, Jakaya Kikwete. Conformément à la Constitution, celui-ci ne s'est pas présenté à l'issue de son second mandat. Ce choix contraste avec celui de plusieurs de ses pairs sur le continent qui tentent de modifier la loi fondamentale de leur pays pour se maintenir au pouvoir. L'élection de Magufuli permet néanmoins au CCM de perpétuer sa mainmise sur le pouvoir alors qu'il paraissait affaibli par des dissensions internes et des scandales de corruption. Le parti est également assuré d'obtenir la majorité absolue au Parlement. Magufuli a mené une campagne axée sur la lutte contre la corruption et a tenté de se distancer du bilan de son propre parti. De nombreux défis l'attendent, dont celui de maintenir la croissance de 7% sur les 2 dernières années selon la Banque mondiale et de diversifier une économie encore largement axée sur le secteur agricole, lequel emploie 75% de la main-d'œuvre et représente 25% du PIB. Le Sénégal, classé parmi les 25 pays les plus pauvres au monde, eh bien cette nouvelle crée la polémique. Les autorités sénégalaises ont d'ailleurs immédiatement rejeté l'information. Voici le compte rendu signé de notre correspondant à Dakar, Cheikh Berté. Le Sénégal dans les rangs des 25 pays les plus pauvres de la planète. L'information avait été publiée dimanche dernier par ces sites Sénégo, un site d'information sénégalais. Aussitôt, le lendemain, la presse s'emballe, la rumeur se répand dans les pays, obligeant les autorités à se prononcer illico sur la question. Si le Premier ministre Mohamed Abdallah Dionne a affirmé à la sortie d'une rencontre lundi que le Sénégal n'a pas de quoi rougir, le ministre de l'économie et des finances du pays bat en brèche un rapport fallacieux. Le Sénégal connaît une croissance soutenue et continue depuis 2011. Les agrégats macroéconomiques le prouvent. La croissance est passée de 1,8% en 2011 et il est prévu une croissance supérieure à 5,4% cette année. Le FMI, cité par les sites sénégaux, étant l'auteur du rapport, le directeur adjoint du département Afrique de l'institution financière ne s'attarde pas sur la question. Néanmoins, il confirme que les indicatifs de croissance du Sénégal de 2015 comme de l'année à venir sont bons. 2015 du Sénégal est supérieur à celui de la moyenne africaine et pour 2016, dans nos anticipations, ce sera de même. Est-ce que le Sénégal peut faire encore mieux? Bien sûr. 72 heures après la publication de cette information, les 10 rapports fait couler de l'encre au Sénégal. Certains éditorialistes sénégalais s'étaient déjà posé la question qu'a fait le régime en place depuis 3 ans.
Eh bien, la 21e conférence des partis sur les changements climatiques COP21 se tiendra à Paris en décembre prochain. La jeunesse francophone ne sera pas en marge des décisions qui seront issues de cette rencontre internationale. Elle y prendra part avec un projet international de propositions sur l'eau et la sécurité alimentaire. Le tout dans un document appelé Livre blanc. La jeunesse togolaise a déjà prêté son livre blanc qu'elle a présenté à la presse mardi dernier. Suivez ce reportage de notre correspondant au Togo, Ferdinand Gadé. Le livre blanc national, c'est le titre du document que le Parlement national de la jeunesse pour l'eau du Togo a présenté à la presse mardi dernier au siège de la délégation de l'Union européenne à Lomé. Très succinctement, je dirais que ce document contient en fait les propositions et recommandations de la jeunesse togolaise sur les questions de l'eau, de la sécurité alimentaire et aussi les impacts des changements climatiques sur ces deux secteurs-là. Initié par l'Office francophone du Québec pour la jeunesse et le Global Water Partnership, ces propositions de la jeunesse togolaise et celles des 10 autres pays francophones doivent contribuer à l'élaboration d'un projet international intitulé COP21, la jeunesse francophone pour l'eau. La finalité, c'est qu'à l'accueil de Paris, la conférence des jeunes sur le climat qui va se tenir en prélude à la COP, que les différents points focaux des 11 pays impliqués sur ces projets puissent, à partir de leurs documents nationaux, élaborer un document international, le livre blanc, que nous appelons le livre blanc. Donc ce livre blanc sera rédigé lors de l'accueil, pendant l'accueil, et maintenant diffusé lors de la COP auprès des décideurs. Le livre blanc international devra donc impliquer la jeunesse francophone dans le développement durable face au changement climatique sur les questions liées à l'eau et à la sécurité alimentaire. La 21e conférence des partis sur les changements climatiques, COP21, se tient à Paris en décembre prochain. Des survivants au séisme au Pakistan et en Afghanistan ont signifié que la situation devenait critique jeudi dans certaines zones reculées que les secours peinent à atteindre. Des familles entières ont passé une 3e nuit dehors par des températures glaciales. Le désespoir gagnait des milliers de survivants qui attendent toujours l'arrivée de l'aide. Pendant ce temps, l'hiver menace. Pour les milliers de survivants du séisme qui a frappé l'Afghanistan et le Pakistan, la course contre la montre a commencé pour reconstruire les maisons. L'hiver approche à grands pas. Les dégâts causés par la secousse de magnitude 7,5 qui a fait plus de 390 morts lundi au Pakistan et en Afghanistan entravent le travail des secours. Des routes sont endommagées ainsi que des infrastructures de télécommunications. À tout ceci s'ajoute la topographie escarpée de la région touchée et de la présence de rebelles talibans dans certaines zones. Des hélicoptères continuent à chercher des survivants dans des zones isolées et inaccessibles. Les sinistrés exposés aux intempéries donnent de la voix. Nous avions 2 maisons qui ont été détruites. Je suis venu ici chercher une tente. Mes enfants sont dehors. Je vais les abriter dans la tente si j'arrive à en obtenir une. On n'a rien à manger. Tout a été détruit. Mes enfants dorment dehors. Je ne sais pas quand le gouvernement va agir. S'ils ne le font pas rapidement, les enfants vont mourir. Mes 3 enfants ont été blessés quand ma maison s'est écroulée. Personne n'est venu nous aider. Mes enfants blessés habitent chez des voisins. Nous faisons face à des temps difficiles. Pour le moment, on n'a pas de tente et on n'a rien à manger. En Afghanistan, les autorités ont revu le bilan à la hausse jeudi avec 121 morts, des centaines de blessés et 8000 habitations détruites par la secousse. Le bilan risque d'augmenter, d'autant que la présence de talibans empêche l'accès à nombre des zones sinistrées. Ce sera donc tout pour cette édition de journal que nous vous remercions d'avoir suivi, mesdames et messieurs.